alaikum. Bon, aujourd'hui on va faire une application du théorème de Gauss. Et on va calculer le champ électrique créé par un fil infini. Donc, on a une charge Q0 qui est uniformément répartie sur un fil d'une grande longueur, L, considérée comme infinie. Donc ça, c'est la géométrie du problème. Donc, un fil droit infini chargé positivement. Bon, pour le signe de la charge, peu importe par rapport au calcul qu'on va faire, donc même si on a des charges négatives, on aura exactement les mêmes calculs. Le seul changement, c'est l'orientation du champ électrique. Lorsque la charge est positive, le champ électrique il est orienté vers l'extérieur, et si la charge est négative, le champ électrique est orienté vers le fil électrique. Donc ça ne change rien en tous les cas du point de vue calcul. Puisqu'on a une distribution linéaire, donc on définit la densité de distribution de charge linéaire, lambda, et la charge totale du fil sera égale à la densité de charge que multiplie L. Donc ça, c'est par définition de la densité de charge linéaire. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette démonstration? On veut calculer le champ électrique créé. Donc on veut calculer le champ électrique créé par cette distribution de charge en un point M qui se trouve à une distance R du fil électrique. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est calculer le champ électrique au point M en utilisant le théorème de Gauss. Bon, le théorème de Gauss, le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Là, dans l'expression du théorème, on a quoi? On a une égalité, donc on a deux membres de l'égalité. Commençons par le premier membre, le flux de EDS. Et ça, c'est un intégral par rapport à une surface fictive qu'on appelle la surface de Gauss. Et donc, il faut, avant de commencer, avant de faire le calcul, il faut déjà choisir une surface de Gauss. Mais quels sont les critères du choix de la surface de Gauss? Donc, si on veut faire le calcul du champ électrique, en utilisant cette expression, on doit choisir une surface telle que le champ électrique doit vérifier deux conditions. La première condition, le champ électrique doit être constant sur cette surface pour qu'on puisse le sortir de l'intégrale. Donc, on peut tirer le E du signe intégral et on pourra le calculer par la suite. La deuxième des choses, le champ électrique doit être soit parallèle à ds, donc ça c'est un produit scalaire, E scalaire ds, donc soit E soit parallèle à ds, et on aura le produit scalaire EDS est égal le module de E fois le module de ds fois cosinus l'angle entre les deux qui vaut 1, puisque E sera parallèle à ds, soit E soit perpendiculaire à ds, et dans ce cas on aura un produit scalaire qui est nul, donc E scalaire ds sera égal à 0. Et justement, si on veut choisir cette surface qui vérifie une surface telle que le champ électrique vérifie ces deux conditions, on va revenir à la géométrie du problème. Là, on a, par exemple, dans ce problème, on a un fil infini. Ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie axiale. Et pour une symétrie axiale, la surface qui vérifie cette symétrie, c'est la surface cylindrique dont l'axe du cylindre coïncide avec l'axe ici chargé. Donc si on prend un cylindre, on aura le champ électrique va vérifier les deux conditions dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on va détailler maintenant. Donc ça c'est concernant le choix de la surface de Gauss. Sauf que si on veut choisir une surface de Gauss, la surface de Gauss doit être fermée. C'est-à-dire, si on prend le cylindre, on ne va pas prendre juste la surface latérale, mais on va prendre aussi la base supérieure et la base inférieure. Comme ça, on aura une surface totalement fermée. Maintenant, si on veut calculer le champ électrique, donc on va développer un peu cette expression. Donc le champ de EDS, puisque là on a 3 surfaces, on peut le décomposer en 3 sommations.
le flux à travers la première surface, la surface latérale, le champ à travers la deuxième surface, la surface, la base supérieure, et le champ à travers la troisième surface, la base inférieure. Mais pour cela, il faut avant tout représenter le champ électrique et le DS pour justement vérifier est-ce que E et DS sont parallèles ou bien perpendiculaires. Justement, on s'intéresse à la première surface, la surface latérale. Premièrement, le champ électrique, il est indépendant du choix de la surface. Le champ électrique, il dépend du système chargé. Là, on a une charge linéaire, droite, infinie. Par des raisons de symétrie assez évidentes, le champ électrique ne peut être que perpendiculaire, ou la droite qui porte le champ électrique ne peut être que perpendiculaire à ce fil-là. C'est-à-dire, elle aura cette orientation-là, que ce soit sur la base latérale, ou sur la surface latérale, ou bien sur les deux bases. Maintenant, le DS. Le DS, c'est quoi? Le DS est un élément de surface. C'est une entité mathématique qui est définie comme suit. Le DS, il est toujours sortant de la surface. Donc, si je prends une surface, le DS sort de la surface, il est toujours sortant, c'est un vecteur sortant, et il est perpendiculaire à la surface. C'est-à-dire, si je prends la surface latérale, DS aura cette orientation-là. Si je prends la base supérieure, il aura cette orientation-là. Et si on prend la base inférieure, il aura cette orientation-là. Et bien sûr, il est tout le temps sortant et perpendiculaire à la surface. Donc, conséquence directe, E1 et DS1 sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc, le produit scalaire E1 DS1 va se résumer juste au produit module E1 module DS1. E2 DS2 sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire va s'annuler. Et même chose pour E3 et DS3. Donc leur produit scalaire sera nul. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Il faut maintenant calculer l'intégrale du champ, ou le flux du champ électrique à travers la surface latérale, et bien sûr calculer après le deuxième membre de l'égalité. Commençons par l'intégrale de E1 DS1. L'intégrale de E1 DS1, puisqu'on a choisi une surface telle que E1 et DS1 sont parallèles, donc on aura le produit scalaire E1 DS1 avec un cosinus qui est égal à 1. Deuxième des choses, puisqu'on a choisi une surface qui est symétrique par rapport à l'axe HADA, c'est-à-dire que tous les points qui se trouvent à cette surface-là sont équidistants de l'axe chargé, donc là on aura un champ électrique qui est constant sur toute la surface. Donc on peut le tirer. Du signe intégral. Donc, et l'intégrale de DS1, donc c'est ce qui va rester à l'intérieur de l'intégrale. L'intégrale de DS1, ce n'est rien d'autre que la surface S1. Maintenant, il nous reste à calculer le deuxième membre. Le deuxième membre de l'égalité, c'est la somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0. Et là, le calcul est très simple et beaucoup plus simple. À l'intérieur de la surface de Gauss qu'on avait choisie, c'est-à-dire à l'intérieur du cylindre, le cylindre étant infini, il va englober toute la charge Q. Donc la charge à l'intérieur, c'est Q0 divisé par epsilon 0. Donc Q0, c'est lambda L, donc ça sera lambda L sur epsilon 0. Bon, une fois qu'on a calculé les deux membres de l'égalité, maintenant il suffit de remplacer. Donc on aura E1 S1 qui est égal à lambda L sur epsilon 0. Et S1, c'est la surface latérale d'un cylindre qui vaut 2πr fois L, donc ça c'est la surface latérale. Et bien sûr, si on simplifie, on aura E1 qui est égal à lambda sur 2πr epsilon 0. Et bien sûr, si on veut introduire la constante K, la constante électrique K, qui vaut 1 sur 4π epsilon 0, là on a juste le 2π epsilon 0, donc il suffit de multiplier fois 2, et on aura E1 égale 2 fois K fois lambda divisé par R. Maintenant, on va passer au calcul du potentiel électrique. Bon, le potentiel électrique, c'est une grande physique définie à une constante près. Donc, cette constante est généralement donnée dans les problèmes. Là, on va prendre le potentiel au point R0 est égal à V0. Bien sûr, si on veut calculer le potentiel connaissant le champ, on connaît l'expression. Donc, E est égal à moins gradient de V.
Gradient, donc, c'est l'opérateur dérivé. Bon, là, dans le système de coordonnées cylindriques, donc, on a la dérivée par rapport à Z et par rapport à θ qui vont s'annuler. Pourquoi? Parce que on a une symétrie axiale. Donc, le potentiel et le champ électrique ne vont dépendre que de R. D'ailleurs, tout à l'heure, on a calculé le champ et la seule dépendance du champ électrique, c'était en fonction de R. Donc, E sera égal moins dV sur dr UR. Ce qui revient à écrire que l'intégrale de dV est égale à moins E dr, moins l'intégrale de E dr. Bien sûr, là, ça sera un calcul intégral très simple. L'intégrale de dV, c'est VR moins VR0. E, c'est 2K lambda sur R. Donc, on va juste remplacer l'expression du champ électrique et on calcule l'intégrale. Le 2K lambda, c'est une constante, donc ça sort de l'intégrale. L'intégrale de 1 sur R dr, c'est ln de R. Donc, compris entre R0 et R, ça va donner ln de R0 sur R. Bon, bien sûr, on prend en considération le signe moins qui se trouve ici. Donc, ça, c'est l'expression du potentiel électrique créé par une distribution de charge infinie sur un fil infini. Dans la prochaine vidéo, on va prendre un deuxième cas, c'est le cylindre infini. Bon courage à tous et à la prochaine, Inch'Allah.